Alors, cette période de co-construction entre ateliers nous ouvre finalement à une question assez fondamentale, c'est finalement comment le numérique, aujourd'hui, dont on a vu durant la crise le rôle extrêmement important qu'il peut avoir, eh bien, comment est-ce qu'il se structure aujourd'hui et finalement, quelles sont les questions qu'il pose? C'est la table ronde que va animer dans un instant. C'est vous qui animez la table ronde. Donc, je vous laisse la parole pour que vous puissiez présenter les intervenants. Alors bonjour à tous. Donc ce dernier temps de la table ronde sur les perspectives du numérique. Donc avec moi, avec nous plus exactement, quatre intervenants. Emma Gariani qui est co-directrice de la MEDNUM. Erwan Fabre qui est délégué régional du mouvement associatif en Occitanie et qui va représenter les points d'appui numériques associatifs. Nous avons également avec nous Odile Ménoteau, qui est directrice de mission au MEDEF, le MEDEF qui pilote la coalition française pour les compétences numériques. Et puis enfin, Frédéric Fonder, qui est délégué général du mouvement associatif. Alors merci à vous quatre d'être avec nous aujourd'hui. Alors peut-être pour introduire cette table ronde, quelques mots. Rappeler peut-être que quand même le développement économique depuis un certain nombre d'années, et plus particulièrement ces derniers mois, a des impacts forts, que ce soit sur les usages, notamment les solutions, les applications qui sont proposées, les données aussi qui sont mises à disposition, des impacts aussi sur les équipements qui sont disponibles dans les tiers-lieux, pour les acteurs d'intérêt général et puis également pour les personnes qui sont en fragilité, des impacts aussi sur la formation professionnelle. On voit de plus en plus se développer des métiers sur le numérique, mais on voit que pour les entreprises aussi, la question de la formation, on va en parler, ça va être un enjeu important pour les associations aussi. Et puis, avec la crise que l'on a connue, on a vu que la fracture numérique pouvait être particulièrement forte. Et donc, ça pose la question de comment on détecte ces populations qui sont en fracture numérique, quels sont les ateliers qu'on peut mettre en place pour y remédier, et puis les accompagnements plus généralement. Alors, ça me fait une transition toute trouvée sur cette fracture numérique vers vous, Emma Gariani. Donc, je le disais, vous êtes co-directrice de la MEDNUM. La MEDNUM, c'est une Bonjour. C'est une coopérative nationale des acteurs qui regroupe les acteurs de la médiation numérique. Et cette MEDNUM, vous apportez de l'appui, de l'ingénierie, puis vous facilitez, vous favorisez la structuration d'écosystèmes numériques partout en France. Alors, on sait qu'il y a 13 millions de Français qui sont en situation de fracture numérique. Vous, de votre point de vue, MEDNUM, de ce que vous constatez, quels sont vos principaux constats face à cette fracture numérique ? Alors, donc, bonjour à toutes et à tous, et donc là je ne m'entends plus. Donc effectivement, donc, sur les 13 millions, c'est un chiffre qui est important, qui est en fait issu d'une étude qui s'appelle Capacity, qui a été menée, voilà, une étude de recherche qui a été menée en 2016. On s'est rendu compte à la faveur du confinement à la MEDNUM que c'était sans doute beaucoup plus, parce qu'en fait, quand on parle de 13 millions, donc quand on parle d'inclusion numérique, il y a 3 dimensions. Vous avez la connexion Internet, vous avez l'équipement, et vous avez les usages. Nous, à la MEDNUM, on s'occupe des usages, principalement avec effectivement une autre 73 sociétaires avec lesquels et pour lesquels on développe des solutions pour l'inclusion numérique des Français. On s'est rendu compte donc qu'en fait, ces 13 millions, pendant le confinement, ils étaient certainement beaucoup plus nombreux parce que en fait, on peut, quand on dit 13 millions, c'est un petit peu tout le monde. L'exclusion numérique, ça va toucher un petit peu tout le monde aussi. Par exemple, on se dit souvent, c'est les seniors en fait qui sont exclus. Oui, d'accord, ce sont les seniors parce qu'effectivement, il y a une fracture numérique un peu plus présente chez eux. Ils ne vont pas savoir, par exemple, déclarer leurs impôts, mais on ne pense pas toujours aux jeunes. Or, vous avez des jeunes qui vont être très bons, par exemple, pour discuter sur WhatsApp, excellent. Alors, quand il s'agit de s'enregistrer sur Pôle emploi, ils vont pas y arriver. Quand il s'agit de faire leur CV sur un Word, sur un document Word, ils vont pas y arriver parce qu'en fait, ils vont avoir un excellent usage du smartphone, mais pas de savoir-faire en matière de mise en page, par exemple. Donc, en fait, on peut être très inclus sur certains usages numériques et très exclu sur d'autres. Et c'est là, en fait, que le chiffre de 13 millions, il est un petit peu trompeur, quelque part. C'est que ça ne révèle pas, en fait, la diversité des publics qui existent. Nous, pendant le confinement, la MEDNUM, on a lancé, avec de nombreux partenaires, évidemment, une plateforme, un centre d'aide par téléphone aux démarches en ligne qui s'appelle Solidarité numérique, qui a accompagné 17 000 personnes depuis son lancement, donc fin mars, lors du confinement, et grâce à 2000 médiateurs numériques bénévoles.
qui nous appelaient cette période de confinement-là et qui continuent à nous appeler, preuve que le besoin ne disparaît pas à l'issue du confinement, eh bien un peu tout le monde, c'est-à-dire effectivement des personnes âgées, mais aussi des jeunes qui n'arrivent pas à suivre leurs cours à distance avec les outils proposés par leurs professeurs, par exemple. Mais aussi des personnes qui vont avoir des difficultés parce qu'ils doivent faire leur déclaration trimestrielle CAF en ligne parce qu'en fait, il n'y a plus d'accueil CAF disponible parce qu'à l'époque, tout était fermé. Donc, on a vraiment une très grande diversité de publics qui se cachent derrière ces 13 millions de francs. En 2 mots. Merci. Alors, parmi toutes les actions que vous menez, vous avez expérimenté en Occitanie un indice de fragilité numérique. C'est un outil d'aide à la décision pour les collectivités. Est-ce que vous pouvez nous en dire plus et aussi nous dire comment le territoire peut se saisir de cet outil? Alors, effectivement, comment on l'a lancé, cet outil-là? Parce que nous, la Médine, on travaille toujours, on parlait de catalyseurs, là, on parlait de synergie. Donc, nous, on a un réseau de 73 sociétaires, donc de co-investisseurs dans la Mednum, des pouvoirs publics, collectivités territoriales, État, mais aussi des acteurs de la médiation numérique qui accompagnent au quotidien sur le numérique, ou alors des acteurs comme les travailleurs sociaux qui ne vont pas faire de la médiation numérique tous les jours, mais qui rencontrent ce problème dans leur métier. Par exemple les enseignants, par exemple les travailleurs sociaux. Donc nous, en fait, comment on a travaillé sur cet indice de fragilité numérique? On l'a lancé en fait en partenariat avec l'ANSA, l'Agence nouvelle de solidarité active, dans le cadre d'un programme du Fonds de transformation de l'action publique qui s'appelle Incubo et qui vise pendant 3 ans à développer de nouveaux services numériques, de nouveaux services pour toucher les personnes en situation d'exclusion numérique, donc les invisibles, en région Occitanie. Et avant de lancer ça, de lancer toutes ces expérimentations, on s'est posé une question. Où est-ce qu'on agit à l'échelle d'une région? Où est-ce que c'est le mieux d'agir? Où est-ce qu'on a vraiment besoin de nous? Et en fait, il n'y avait aucun outil qui nous permettait de répondre à cette question-là. Et donc, on a créé l'indice de fragilité numérique pour répondre à l'origine pour nous-mêmes à cette question-là. Et on a conçu cet indice de fragilité numérique qui est donc est un outil qui permet de géolocaliser à grande ou à petite échelle des endroits où il y a des personnes en fragilité numérique. Et ça peut être utilisé par des entreprises qui souhaitent toucher des clients, repérer où il y a un sujet, mais aussi par des collectivités. Ça a déjà été mis en place depuis la création en décembre dernier par une dizaine de collectivités, mais aussi effectivement par les opérateurs de services publics, etc. Donc en fait, concrètement, qu'est-ce que c'est? C'est un modèle statistique qui tourne sur un tableur Excel aujourd'hui en version prototypale, mais là on cherche à lever des fonds justement pour en faire un outil en ligne, accessible en ligne facilement à toutes et à tous, à toutes les organisations qui le souhaitent. Et ce modèle statistique, en fait, il va chercher dans des études qui ont déjà été menées, qui vont regarder les facteurs renforçant la probabilité que les personnes soient en situation d'exclusion numérique. Par exemple, l'âge, le diplôme, l'endroit où on habite, est-ce qu'on parle ou pas, est-ce qu'on est allophone ou pas, etc. etc. Et le modèle statistique construit, je ne vais pas forcément trop vous le détailler là, je pense que ce n'est pas l'endroit, mais vous pouvez aller voir sur le site internet, il y a tous les détails. Et donc, en fait, on va aller chercher dans des bases de données publiques, on va les aspirer, on va les concaténer, et ça va nous sortir des cartes de la région Occitanie, en l'occurrence, mais ça marche sur toutes les régions de France, tous les départements, toutes les communes, tous les niveaux d'intercommunalité qu'on veut. Hein. C'est à vous de mettre le curseur, et ça nous permet de voir en rouge là où il y a les risques de fragilité, et par exemple en jaune là où il y a moins de risques de fragilité. Et donc grâce à ça, vous avez aujourd'hui plein d'acteurs qui pilotent leur stratégie d'inclusion numérique et qui donc vont dire, voilà, moi je monte un bus numérique, où est-ce que ce bus va s'arrêter? Ce bus va donc s'arrêter sur les zones en rouge. Et donc, ça permet en fait de bien calibrer les dispositifs d'inclusion numérique. Donc, nous, la Mednum, tout ce qu'on construit, on le construit avec nos partenaires qui ont l'expertise de terrain fonctionnelle. Et on le construit aussi en open source. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, cet outil-là, il est mis à disposition de toutes celles et ceux qui souhaitent s'en saisir à l'état de prototype. Et nous travaillons aujourd'hui sur un essaimage national avec nos différents partenaires pour le rendre encore plus accessible.
Merci beaucoup Emma. Donc un outil qui mobilise les acteurs de territoire. Et donc parmi ces acteurs de territoire qui sont particulièrement actifs en matière de numérique, il y a le secteur associatif qui prend à bras le corps cette question du numérique, notamment donc, sur les territoires. Donc je me tourne vers vous, Erwan Favre. Donc vous êtes délégué régional du mouvement associatif en Occitanie. Le mouvement associatif avec Hello Asso et la Fonda ont lancé le programme PANA, les points d'appui numériques associatifs. Et ces points d'appui numériques associatifs ont pour rôle d'accompagner les structures qui elles-mêmes accompagnent donc les associations à monter en compétences, à disposer de ressources numériques pour faciliter leur montée en compétences. Donc, est-ce que vous pouvez nous dire comment les acteurs, notamment en Occitanie, puisque vous venez d'Occitanie, s'organisent sur la question du numérique? Et comment vous mobilisez toutes les ingénieries qui sont présentes chez vous? Oui, bonjour à toutes et tous. Effectivement, j'y suis là en Occitanie, puisque c'est l'avantage du virtuel, c'est que voilà, on peut être chez nous, d'ailleurs ça se voit chez moi. Donc effectivement, peut-être que en quelques mots, le dispositif a finalement été un peu précurseur par rapport à la période qu'on a vécue, puisque c'est un dispositif qui existe depuis plusieurs années et dont l'objectif était en tout cas basé sur un constat où les acteurs associatifs étaient finalement plutôt peu présents sur la question numérique, ou le portaient pas forcément de façon extrêmement forte, à part quand c'était dans le cœur de leur projet ou dans le cœur de l'animation de leur projet avec leurs adhérents ou leurs bénéficiaires. Et du coup, on a souhaité, avec Hello Asso notamment sur la région, mettre vraiment des moyens pour animer et co-animer ce dispositif. Donc ça se passe comment? On a effectivement, en tant que mouvement associatif sur le territoire, une connaissance assez forte de l'ensemble des réseaux d'accompagnement du territoire, donc que ce soit les réseaux, les fédérations associatives, les dispositifs tels que les MAIA, les DVA, les centres de ressources d'information des bénévoles ou les points d'appui à la vie associative. Et donc depuis un an maintenant, un peu plus d'un an, on a fait une tournée en fait simplement de l'ensemble de ces acteurs par département, puisqu'il nous semble important d'avoir une animation territoriale de cette question, même sur la question du numérique. Et donc on organise des journées de montée en compétences qui rassemblent un peu ces acteurs de l'accompagnement, puisque vous l'avez dit, ce dispositif vise à faire monter en compétences des structures d'accompagnement de la vie associative et des acteurs associatifs. Donc on a effectivement beaucoup de temps d'animation, d'échange, et de réflexion, mais aussi de montée en compétences très techniques qui permettent de mailler le territoire de façon plus importante, et puis de pouvoir offrir aux associations qui sollicitent le dispositif à la fois des réponses éventuellement sur le matériel, puisqu'on a aujourd'hui des acteurs associatifs ou de l'ESS qui permettent aussi d'accéder à du matériel plus facilement, ou en tout cas à moindre frais. Donc l'idée, c'est aussi que ce dispositif il puisse un petit peu être une porte d'entrée, ou en tout cas plusieurs, puisqu'il y a plusieurs acteurs par territoire, sur toutes les questions qui ont trait au numérique. Voilà, donc ça nous semble une clé importante, et notamment sur la proximité. Alors évidemment, le numérique dépasse les frontières géographiques, et le confinement nous a bien prouvé que c'était le cas. Malgré tout, on n'a quand même pas les mêmes relais, les mêmes facilités et les mêmes actions qui sont possibles au niveau territorial. Donc il nous semble effectivement que sur ce côté d'animation territoriale, c'est une entrée extrêmement importante sur l'animation, notamment dans une région comme la nôtre où il y a 13 départements. Voilà, donc il faut aussi que les associations puissent être en proximité, et je l'ai entendu tout à l'heure et je le retiendrai, comment on est à la fois en distanciel mais en proximité. Et enfin, deux derniers sujets sur les mises en œuvre. Donc, au-delà de faire du relais éventuel avec des acteurs locaux qui peuvent mettre à disposition également des lieux ou des outils numériques à disposition des associations, on a aussi on monte en ce moment un projet de mécénat de compétences sur la question numérique pour permettre aux acteurs associatifs d'avoir accès à des développements informatiques de qualité, pour pouvoir justement avoir des armes un peu affûtées pour affronter les questions qui sont devant nous aujourd'hui sur notre société et que vous avez traversées tout à l'heure, puisque tout ne peut pas être numérique, et en même temps on voit bien que la transformation digitale de l'ensemble des organisations, y compris des associations, est essentielle aujourd'hui, ou en tout cas il faut que l'ensemble des associations notamment se posent cette question de la transformation numérique, et donc le dispositif PANA est notamment là pour les aider à réfléchir et puis à agir sur de l'outillage très concret.
peut-être en guise de conclusion, on a réalisé au niveau national une enquête récente en juin 2020 auprès de 14 000 assos. Et il y a 8% d'entre elles qui estiment que l'accompagnement ou l'aide sur le numérique, que ce soit du matériel ou d'outillage logiciel, j'allais dire, est une action prioritaire qu'ils vont devoir mener une fois la crise passée. Voilà. Donc de belles perspectives. Essentiel. Merci Erwan. Donc les associations sont à la manœuvre et la question du numérique aussi et son développement, c'était aussi un enjeu majeur pour les entreprises, du côté des entreprises, notamment en ce qui concerne les compétences. Donc je me retourne vers vous, Odile. Donc je le disais tout à l'heure, vous êtes directrice de mission au MEDEF et le MEDEF pilote la coalition française pour des compétences numériques. Cette coalition a été lancée en 2017. Est-ce que vous pouvez nous dire finalement quels sont les enseignements des travaux qui sont menés par cette coalition ? Oui, bonjour à tous. Est-ce que vous m'entendez Très bien. Ah bah c'est parfait. Merci en tout cas de votre invitation. Alors peut-être avant de rentrer dans les enseignements des travaux de cette coalition, peut-être vous faire un petit point très rapide sur ce qu'est cette coalition, parce que tout le monde ne la connaît peut-être pas. Et en tout cas, c'est un fonctionnement qui est assez original dans l'écosystème, puisque c'est une coalition d'acteurs socio-économiques qui comporte 200 organisations, qu'elles soient privées, publiques, elle comprend des ministères, elle comprend des entreprises, des fédérations professionnelles, des organisations syndicales, des associations aussi et une partie du monde académique, notamment les grandes écoles et les écoles d'ingénieurs. L'objectif de cette coalition, donc vous l'avez dit, c'est un projet européen et son objectif, c'est de remédier aux compétences numériques d'une façon globale, donc aussi bien sur le marché du travail que les compétences numériques dans l'ensemble de la société, même si nous avons entendu tout à l'heure la MENUM qui est vraiment sur une grosse partie de ce champ-là, avec différents objectifs, c'est de faciliter les coopérations interacteurs, notamment entre les entreprises, les acteurs privés et publics, c'est de promouvoir des projets innovants et c'est de fédérer les initiatives des acteurs économiques. Avant de rentrer peut-être dans ce qu'on a fait et les grands enseignements, peut-être vous redonner quelques chiffres parce que ça illustre bien l'importance de la transformation numérique qui est face à nous. Selon différents rapports, entre 70 et 90% des métiers nécessiteront des compétences numériques à un degré ou à un autre à un horizon de 10 ans. La crise sanitaire que l'on vient de connaître a placé du jour au lendemain 8 millions de salariés en télétravail, que ces personnes aient avant finalement déjà une expérience du travail à distance ou pas, et donc a pu placer un certain nombre de ces salariés face à des difficultés plus ou moins grandes face à l'outil numérique. Troisièmement, la révolution de l'intelligence artificielle, qui est une partie du numérique, qui conduit les entreprises à devoir réfléchir, anticiper sur les conséquences de ces transformations sur les métiers, sur la manière d'exercer son métier, sur son acceptabilité sociale au sein de l'entreprise et donc sur les compétences des salariés. Donc on voit bien que tous ces sujets-là sont complexes, nécessitent des coopérations. Peut-être un dernier chiffre aussi, c'est que 40% des entreprises, qu'elles soient européennes ou françaises, éprouvent des difficultés à recruter des compétences expertes. Donc là, on n'est pas sur les compétences de base de l'ensemble des salariés, mais bien sur les compétences qui permettent justement derrière d'accélérer la transformation des entreprises et donc d'en faire un levier de croissance, puisque l'objectif, c'est bien d'en faire un levier de croissance et de ne pas agir contre l'humain. Alors, comment faire pour anticiper ces compétences, ces conséquences sur les métiers et les compétences? Comment peut-on accompagner les salariés, les entreprises? Comment éviter aussi et comment détecter les salariés qui ont des difficultés et qui ne le disent pas toujours, parce que l'une des vraies difficultés de cette transformation, c'est qu'un certain nombre de personnes sont face à des difficultés d'apprentissage du numérique, en tout cas de pratique du numérique, et ne le disent pas et mettent en place des stratégies de contournement pour éviter de ne le montrer, alors que c'est un enjeu essentiel. Nous, on a considéré qu'il fallait agir sur différents leviers. D'abord, de développer une culture commune sur les transformations numériques, de façon à ce qu'il y ait une maturité collective sur la réalité de ces transformations.
Deuxièmement, c'était d'identifier les freins pour éviter que ne se développent des fractures numériques. Et enfin, il nous a paru essentiel d'articuler les initiatives existantes entre elles. Parce qu'on voit bien, et d'ailleurs on en a eu des exemples tout de suite, on voit bien qu'il y a des politiques qui sont menées, il y a des initiatives locales, nationales, sectorielles qui sont menées, mais toutes ces initiatives ne se parlent pas forcément. Elles agissent assez souvent en silo. Les entreprises, par exemple, ne les connaissent pas, alors que, par exemple, elles pourraient être extrêmement intéressées par le réseau des médiations numériques, par exemple. Donc, on voit bien que là, il y a un vrai sujet qui est le sujet de la connaissance, du partage et de la co-construction. Et on est là sur le réseau des pionniers des alliances en territoire. Et vraiment, cette question des alliances, elle est essentielle parce que seul, on fera des choses très belles, très bonnes, très intéressantes, mais peut-être qu'on on ratera une partie de la cible. Voilà, une partie de la cible qui ne connaîtra pas ces outils, qui ne s'en saisira pas, et donc avec des déperditions d'énergie qui sont conséquentes. Alors, nous, on a travaillé donc dans cette orientation-là, dans cette optique-là, sur 3 axes. On a travaillé sur l'accès aux compétences de base, donc comment structurer un parcours d'accès aux compétences de base en partant des usages des personnes, notamment des salariés, mais pas que. Quels pourraient être les leviers clés, en fait, qui permettraient justement de mettre en regard l'ensemble de ces briques qui existent sur le territoire. Et par exemple, on a permis, dans le cadre de cette coalition, d'articuler, en tout cas de développer, enfin, que Cléa Numérique et le PIX puissent se développer un bon dialogue. Cléa Numérique, c'est l'outil des partenaires sociaux, c'est la certification sur les compétences numériques de base développées par les partenaires sociaux à destination des salariés. PIX est l'outil qui au départ était l'outil plutôt de l'éducation nationale et qui se développe très largement pour permettre de tester et de certifier les compétences numériques de base. Voilà typiquement 2 univers qui doivent se parler et qu'il est extrêmement intéressant de se faire se rencontrer de façon à ce que ces certifications soient cohérentes, c'est-à-dire qu'il y ait des briques qui puissent servir de l'un à l'autre, parce qu'on voit mal un étudiant qui a passé un PIX, par exemple, devoir refaire le même exercice dans le monde professionnel, alors qu'on pourrait avoir une reconnaissance déjà d'un certain nombre de ses compétences et gagner un temps considérable en termes de reconnaissance des compétences. On a travaillé également sur les compétences expertes parce que, comme je le disais, 40% des entreprises ont des difficultés à recruter des compétences expertes. Et en fait, on se rend compte qu'il y a une vraie difficulté, c'est-à-dire que les jeunes ne vont pas d'une façon spontanée vers les métiers du numérique en raison d'un certain nombre de représentations qu'ils ont, et notamment des filles. C'est-à-dire qu'il y a un vrai sujet, et c'est un sujet pas uniquement de parité, mais c'est un sujet aussi d'appréhension du numérique dans le développement des outils numériques. C'est-à-dire que les filles vont difficilement, même s'il y a des grandes évolutions là encore qui se font, mais les filles vont difficilement vers les métiers numériques et donc les formations numériques. Et donc on a travaillé sur un continuum d'action du primaire jusqu'à l'entrée dans la vie professionnelle. 3e axe sur lequel là nous sommes en train de travailler, c'est sur l'intelligence artificielle, hein, puisque sur cette question-là, qui est un sujet essentiel, encore une fois en termes de business, mais aussi en termes de croissance pour les entreprises. Donc nous avons un partenariat, un EDEC avec le ministère du Travail et un collectif de la coalition qui rassemble des écoles d'ingénieurs, des grandes écoles, des entreprises, des fédérations professionnelles, des organisations syndicales. Notre objectif, c'est de développer des outils d'accompagnement à destination des PME pour que les PME et les salariés des PME ne soient pas en dehors de cette révolution. Et l'objectif derrière ces outils d'accompagnement, c'est d'arriver à anticiper la transformation numérique dans l'entreprise, comment faire en sorte que le collectif de travail adhère à ces transformations, qu'il y ait une acceptabilité sociale, qu'on agisse sur les représentations de façon à ce qu'il y ait cette acceptabilité sociale. Comment on fait pour que accompagner les transformations des compétences, comment on les anticipe, comment on réfléchit, on aide le collectif de l'entreprise avec ses acteurs sociaux à réfléchir aussi à l'évolution
de l'exercice, la manière dont le travail s'exerce avec des solutions IA. Voilà, donc j'ai été un peu longue, mais tout ça pour vous dire que face à toutes ces transformations et dans le monde du travail, la co-construction est essentielle aussi, c'est-à-dire qu'on ne peut pas faire seul, et c'est bien parce que toutes ces transformations sont réfléchies côté éducation, côté formation supérieure, côté entreprise, côté syndicat, etc., que l'ensemble de ces acteurs travaillent ensemble, qu'on arrive, en tout cas on l'espère, à travailler d'une façon plus positive pour répondre vraiment à cet enjeu de la transformation numérique et des compétences numériques de demain. Merci beaucoup Odile. Donc vous parliez du faire ensemble, du faire collectif. Donc c'est une très bonne transition vers Frédéric Fonder, puisque souvent le numérique on l'aborde sous l'angle du moyen, même s'il est structurant, mais c'est aussi peut-être un moyen pour le faire ensemble, comme le disait Odile. Donc Frédéric, vous êtes délégué général du mouvement associatif et de plus en plus on voit que le sens du numérique, à la fois en termes de trajectoire, mais en termes aussi de valeur. Qu'est-ce qu'on veut faire? Il est de plus en plus questionné. Comment le secteur associatif, justement, aborde cette question des enjeux du numérique? Merci, Élodie. Bonjour à toutes et tous. Vous m'entendez? Très bien. Il y a un retour, effectivement, mais voilà. Merci. Alors, c'est un vaste sujet. Donc, les associations s'emparent du sujet du numérique, évidemment. Je ne vais pas dire contrainte et forcée, parce qu'en général, c'est pour le mieux, mais c'est évidemment une nécessité. On a depuis quelque temps une enquête un peu régulière qui est faite par Recherche et Solidarité sur les associations et l'usage du numérique. La dernière date de 2019 et montrait déjà que 55% des responsables associatifs estimaient qu'ils étaient plus armés, qu'il y avait une montée en compétences sur le numérique, sachant que 20% d'entre eux s'estimaient déjà expérimentés. Donc, voilà, on voit bien cette évolution continue, et bien évidemment, ça a été évoqué à plusieurs reprises, la crise qu'on vient de traverser va très fortement accélérer cette montée en compétences, même si on le mesure encore peu, mais l'enquête qu'évoquait Erwan tout à l'heure, qu'on a réalisée au mois de juin, montrait aussi que 34% des associations plaçaient en tête la question du développement des outils numériques dans les transformations de fonctionnement que la crise avait provoquées. Pendant le confinement, pour 35% d'entre elles, elles ont vu accélérer la mise en place d'outils numériques, utiliser davantage d'outils numériques pour garder les liens, etc. Donc, voilà, c'est évidemment des éléments forts, mais qu'on prend là du point de vue de l'outil. Ceci dit, les associations sont bien conscientes des difficultés que peut aussi poser le développement des outils numériques. On évoquait, et la Manu évoquait la question de la fracture numérique. Elle peut exister au sein des associations elles-mêmes, bien sûr. Parce que les associations, c'est 20 millions de bénévoles, donc des personnes de tous horizons et avec une appétence plus ou moins importante pour le numérique. Donc cette question de la fracture numérique et à l'inverse du faire ensemble pour construire l'action numérique au sein de l'association, elle est bien sûr essentielle et ça fait partie des principales préoccupations des responsables associatifs quand ils développent le numérique au sein de leur association, ne pas perdre des bénévoles, des membres de la gouvernance, des adhérents par le développement d'outils qui se ferait trop vite. Du coup, je pense vraiment qu'une des préoccupations qui monte et l'accompagnement qu'Erwan évoquait doit aussi aller dans ce sens-là, et c'est bien pour ça qu'on s'y implique, c'est bien de prendre le numérique comme un outil au service du projet associatif, de penser le développement du numérique dans le projet associatif, non pas uniquement d'un simple point de vue technique, pour faire en sorte qu'on ne perde personne en route et que le numérique emmène plus loin en fait dans le projet associatif. Le mouvement associatif porte un prix qui s'appelle les Valdec, qui est un prix des pratiques inspirantes. On a choisi d'avoir une catégorie dans le cadre de ce prix, qui est une catégorie sur les pratiques numériques justement, pour identifier des associations qui ont mené des projets leur permettant d'aller plus loin avec le numérique. Encore une fois, il ne s'agit pas juste de mettre en place un intranet, qui peut être un outil très utile, mais bien de voir comment on le pense au service de l'objet social de l'association et pour aller plus loin. Et ça,
et ben ça demande du temps surtout. Ça demande effectivement de la construction collective et beaucoup de temps. Ce qu'on a pu voir dans les pratiques qu'on a retenues dans le cadre des Valdeck, c'est que ce sont des démarches qui s'inscrivent sur plusieurs mois, voire des fois même un peu plus, et surtout qui nécessitent l'implication de toutes les parties prenantes, des bénéficiaires, de la gouvernance, de l'équipe salariée quand il y a une équipe salariée. Bref, une construction vraiment sur le fond pour permettre que ça réponde pleinement au projet associatif. Donc ça, c'est le premier point, le premier enjeu, éviter la fracture dans l'association et continuer à aller vers ce que doit être l'association, c'est-à-dire inclusive avant tout, dans toutes ses dimensions. Un enjeu essentiel que le numérique ne soit pas pris juste d'un point de vue technique, mais bien comme une amélioration du projet associatif. Et puis, ce qui grandit aujourd'hui, je pense vraiment avec la montée en compétence aussi des responsables associatifs sur le numérique, c'est l'enjeu à ce que les associations soient conscientes des enjeux sociétaux, des enjeux éthiques et démocratiques qui sont aussi liés au numérique, évidemment. Et c'est sans doute là qu'elles ont une valeur ajoutée à apporter, je pense, en termes sociétal sur la façon dont elles vont appréhender ces questions. Quand on travaille sur le numérique, le mouvement associatif peut être concerné au même titre que toutes les autres associations, il y a un enjeu à s'interroger sur la cohérence de ce qu'on développe en matière numérique et des valeurs de l'association elle-même. C'est très loin d'être simple, hein, évidemment, parce que une association, comme toute organisation, a des contraintes matérielles, de compétences internes, financières, etc. Mais ceci dit, si on se dit que le numérique doit être vraiment partie intégrante du projet, il est aussi important que la démarche soit en cohérence avec les valeurs qui sont portées par l'association, qui peuvent être tout à fait différentes d'une association à l'autre, hein, mais ceci dit, il y a quand même un socle qui doit être partagé. Alors certaines associations vont choisir le logiciel libre, ça n'est pas forcément l'alpha et l'oméga, c'est une démarche, et on sait que c'est une démarche qui n'est pas simple. Mais le fait déjà de se poser la question est quelque chose d'important et que de plus en plus de responsables associatifs commencent à avoir en tête. La question de la commercialisation des données est évidemment aussi un aspect extrêmement important quand des associations travaillent avec des partenaires. Alors pour ce qu'elles font en interne, évidemment, mais quand elles travaillent avec des partenaires, c'est aussi évidemment une question à se poser parce que les associations ont un capital de confiance qui est extrêmement important et que ce sujet-là est un sujet montant qui probablement va interroger de plus en plus les citoyens et qu'il y a un vrai enjeu de transparence de la part des associations sur ces sujets-là, peut-être plus que d'autres acteurs, même si l'idée est évidemment que le sujet puisse être sur la table pour tous. Le sujet des données ouvertes, c'est aussi partie des sujets sur lesquels il faut que les associations soient en capacité de s'impliquer de plus en plus. C'est un sujet qui demande des compétences, mais c'est un sujet qui est important pour permettre aussi la montée en efficacité des actions, sans aucun doute, puisque les données ouvertes, enfin l'accès aux données et la politique de données ouvertes ouvre un champ extraordinaire d'analyse et de compréhension de l'environnement qui bien souvent peut alimenter les actions et les politiques qui sont menées par les associations. Et là-dessus, c'est un sujet qui est encore très peu exploré, très peu appréhendé par le monde associatif. Donc là, on est encore sur un autre niveau de montée en compétence. On a vraiment ce premier niveau de montée en compétence, je vais dire, d'un très grand nombre d'associations du tissu local, territorial, etc. Mais l'enjeu pour les années qui viennent, c'est de pouvoir aller plus loin. Évidemment que les associations puissent assez largement s'équiper, veiller à être très inclusives, mais aussi qu'elles soient en capacité de bien comprendre les enjeux sociétaux qui sont derrière, de s'en emparer pour que ça vienne alimenter la transformation qu'elles essayent de porter sur nombre de sujets. Voilà, rapidement. Ouais. Merci beaucoup Frédéric, c'était vraiment passionnant. Donc moi, ce que je retiens de tous ces échanges, c'est 4 choses, que finalement le numérique, ça pose 4 questions. Comment on identifie les fragilités ? Comment on favorise les accès, quels qu'ils soient ? Comment on développe les compétences ? Et puis quel sens, ce que vous disiez Frédéric, quel sens on souhaite donner ? Et ces 4 sujets sont suffisamment complexes et on peut imaginer que dans les prochaines années, ils vont continuer à largement nous occuper, quels que soient les acteurs, que ce soit les secteurs associatifs, les entreprises et les acteurs publics. Et donc, je pense qu'on a des sujets de réflexion assez importants sur le numérique. Merci beaucoup à vous. Et du coup, je laisse la parole à Charles Benoît qui va conclure cette journée. Et merci encore à vous.